Salut tout le monde, salut la famille. Je viens encore partager avec vous un petit sujet sur le parrainage. Il est vrai que tout le monde dans la vie a besoin d'un parrainage. Tu déménages d'un quartier à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'une rue à une autre. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te guider dans la nouvelle vie. Cette personne pourra t'aider à te faire connaître le coin du milieu dans lequel tu viens d'immigrer, quoi. Ça, c'est un parrainage. Quand nous naissons, nous avons besoin d'un parrainage. Le parent, ce sont des parrains. Parce qu'ils nous guident. Ils nous montrent le chemin à suivre, comment parler, comment marcher, comment s'habiller. La façon de s'habiller de quelqu'un dépend du parrainage qu'il a reçu. Donc, nous avons besoin d'un parrainage à tous les niveaux de la vie. Même sur le plan spirituel, nous avons besoin d'un parrainage. Nous avons des pères spirituels. Tout le monde a besoin d'un parrainage spirituel. À l'école, nous avons besoin de quelqu'un pour nous suivre, pour nous montrer comment faire ceci, cela. Et quand quelqu'un finit, par exemple, les études et il veut se lancer dans la vie active, dans la vie professionnelle, il a aussi besoin d'un parrainage. Quelqu'un qui va lui montrer comment, par où passer. Comment faire, comment te comporter, comment. Tout ça, ce sont des parrains. Et même dans le mariage, on a besoin. Il y a, nous entendons par-ci, par-là, j'ai parrainé tel couple, j'ai parrainé autant de couples, je suis parrain, voici mon parrain, voici ma marraine. Je voudrais un peu savoir, est-ce que le parrainage est-il nécessaire ou pas? Quelque part, c'est nécessaire et ça dépend à quel niveau le parrainage est nécessaire. Aujourd'hui, les gens, surtout dans le mariage, les gens se lèvent un bon matin et ils se font parrainer par n'importe qui et n'importe comment. Peut-être par un intérêt matériel, par un intérêt, je ne sais pas, chacun où il est conscient du parrainage qu'il a reçu. Est-ce que tu as choisi ton parrain? Sur quelle base? Est-ce que tu voudrais répéter sa vie? Sa vie te plaît? C'est pourquoi tu as choisi cette personne comme étant ton parrain ou ta marraine? Ou bien tu as choisi parce que tu es dans le besoin financier ou matériel et tu as trouvé que c'était une bonne partie? Peu importe ce qu'il est, je m'en fous de ce qu'il est, mais du moment où il a des papiers, et en le choisissant comme parrain, je crois qu'il pourra m'aider. Est-ce que tu as choisi ton parrain parce que c'est un monsieur intelligent ou ta marraine, c'est une dame battante, une dame forte? Tu as choisi cette personne-là parce que tu voudrais lui ressembler ou quoi? Donc, chacun de nous a une idée dans sa tête pour savoir le parrain que tu as choisi. La marraine, le parrain, tout ça, j'englobe le tout. Concernant le mariage, je vais vous dire une chose. On ne choisit pas quelqu'un. Tu te réveilles un bon matin, tu vois la personne, parce que c'est une personne influente. Tu ne connais même pas son mode de vie. Et même si tu connaissais son mode de vie, pourvu que cette personne ait un compte en banque, que cette personne soit influente, que cette personne soit connue de ceci ou cela, je ne sais pas. Et tu te réveilles un bon matin, tu vas choisir cette personne comme étant ton parrain. Ça ne marche pas comme ça. Le premier parrain doit être ta conscience.
Tu rentres dans un quartier. Oui, tu as besoin d'un parrain pour te guider, pour te montrer comment nous vivons dans ce quartier, comment nous nous comportons. Oui, tu en as vraiment besoin. Mais ta conscience doit être ta première marraine. Tu entres dans un quartier, tu trouves que ce quartier-là, c'est un quartier un peu chaud, c'est un quartier où ça bouillonne. Et toi, parce que tu as trouvé un parrain dans ce quartier, tu veux te comporter comme les gens de ces quartiers-là. Tu oublies tes ambitions, tu oublies tes objectifs. Les gens qui quittent par exemple l'Afrique pour aller, je ne sais pas, s'installer en Europe, en Asie, je ne sais pas moi où. Quand vous arrivez où vous arrivez, bien sûr, il y a des gens qui vous reçoivent. Vous prenez ces gens pour des parrains. Oui, c'est bien bon. C'est une bonne chose. Parce que vous ne connaissez pas, par exemple, ceux qui viennent des pays francophones et qui vont dans des pays anglophones. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous guider. En attendant que vous appreniez la langue. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire tout ce que ces personnes-là font? Oh non, ici, quand tu arrives, on se comporte ainsi, on fait ceci, on fait cela. Même si cela va à l'encontre de tes principes. Tu as quitté l'Afrique avec des principes. Tu vivais une certaine vie, tu avais une certaine discipline. Quand tu as quitté l'Afrique, tu vas immigrer quelque part. Tu as des objectifs dans ta tête. Mais parce que tu vas, par exemple, en Amérique, tu trouves tout le monde a une voiture neuve et on t'explique comment ils ont eu ces voitures neuves. Est-ce que c'est là, ce sont tes attentes? Est-ce que ce sont les objectifs pour lesquels tu as immigré vers l'Amérique? Eux, par exemple, ils sont en Amérique. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. C'est tout à fait normal. Ils connaissent les circuits. Ils sont déjà implantés sur le territoire. Mais toi, tu viens à peine d'arriver. Parce que ton parrain, tu trouves ton parrain avec une grosse Jeep, je ne sais pas, une maison ou quoi. Et toi, tu veux d'emblée avoir tout ça. Est-ce que ce sont les objectifs avec lesquels tu es monté dans l'avion? En quittant ta famille, qu'est-ce que tu leur as dit? Non, je vais là-bas, je veux étudier. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu as donné ton plan d'action avant de prendre l'avion. Mais tu arrives dans le territoire parce que tu as trouvé ton parrain est en train de danser du pied gauche. Et même si tu vois qu'en dansant avec ce pied gauche, il est en train de boiter, et toi, tu veux copier. Ça, ce n'est pas un bon parrainage. Ta conscience doit t'interpeller. En quittant le pays, je me suis dit, je vais aller étudier. Pourquoi tu vas venir imiter la vie de ton parrain? Pourquoi? Prends ton temps pour que ton parrain là soit ce qu'il est. Mais compte un peu les années en arrière. Quand est-ce qu'il est arrivé sur le territoire? Qu'a-t-il fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? La voiture qu'il a, ton parrain, ce n'est pas sa première voiture. La vie que mène ta marraine, ce n'est pas sa vie du début, non. Ces personnes ont dû payer des prix. Ils ont dû supporter. Mais toi, tu viens à peine d'arriver. Oh non, ici, nous faisons ceci, même si ça va à l'encontre de tes rêves. Oh non, quand tu arrives ici, même si tu es une femme mariée, tu peux avoir un petit copain. Et toi, tu te laisses aller parce que ce sont tes marraines et tes parrains qui te mènent dans ce bateau-là. En quittant le pays, qu'est-ce que tu as dit à ta femme?
Maman, je vais chercher quelque chose pour que nous puissions être à l'aise. Garde-toi, je veux me garder. Et comment tu arrives? Parce que tu trouves ton parrain en train de mener cette vie de cochon et toi aussi tu veux tremper tes pieds dedans. Tu as oublié ta famille. Maman, tu viens avec ton mari. Tu montes, tu prends l'avion avec ton mari, avec tes enfants. Parce que tu es arrivé en Amérique, parce que tu es arrivé en Australie, parce que tu es arrivé en France, en Belgique, en Suisse, je ne sais pas moi. Et tu veux faire comme les marraines que tu as rencontrées dans ce pays-là, avoir un petit copain et laisser ton mari à la maison. Oh non, ici tout le monde fait ça, moi aussi je peux faire ça. Ton premier parrain doit être ta conscience. Tu dois d'abord interpeller la conscience. Oui, c'est vrai. On m'a reçu, on m'a montré le chemin. Mais est-ce que tu es obligé de suivre ces chemins-là? Même s'il n'est pas bon, tu es obligé de suivre ça. Par exemple, ton parent a commis une erreur. En arrivant dans le pays, il a commencé à s'endetter et tout. Et toi aussi, tu veux suivre le même chemin-là? Regarde un peu, quelle est la vie de ton parrain aujourd'hui? Non. Je ne vous dis pas d'être impoli envers les gens qui vous reçoivent. Mais vous n'êtes pas obligé de tout copier. Vous avez vos objectifs. En quittant le pays, vous quittez avec des objectifs. Restez focalisé sur vos objectifs. Que personne ne vous déroute. Que le parrainage ne puisse pas vous amener loin de vos ambitions. Tu as besoin d'un parrain pour, par exemple, commencer un travail. Tu as fini les études. Oui, tu as besoin d'un parrain. Mais tu arrives là, ton parrain te dit, oh non, tu sais quoi, chaque jour, nous nous endettons, par exemple, au restaurant, on mange, et à la fin du mois, tu vas payer, hein, et ceci, c'est là. Mon frère, ce parrain-là qui te dit ça, oui, c'est bien bon, il mange. Va un peu jeter un coup d'œil chez lui à la maison. Combien il laisse comme argent de ration? Et quels sont ses objectifs? Quelle est sa vie à la maison? Peut-être que ce monsieur est déjà bien assis, il a déjà investi et son salaire, bon, il travaille, il ne peut pas arrêter de travailler. Alors, il peut se permettre ce qu'il veut faire de son salaire. S'il veut s'endetter et puis payer après, s'il veut acheter des habits et puis faire ceci, cela, ce n'est pas un problème. Je ne trouve aucun inconvénient. Mais toi, tu viens à peine de commencer et tu veux suivre ton parrain dans ça. Quand est-ce que tu vas économiser? Quand est-ce que tu vas faire quelque chose de ton salaire? Pose un peu la question à ton parrain. Ça fait combien d'années qu'il est dans le service? Plus de 20 ans, plus de 30 ans. C'est normal, il n'est plus locataire. C'est normal que ses enfants soient déjà à l'université et même d'autres ont déjà fini les études. Ils se prennent en charge. Et lui, il est en train de tendre vers sa retraite. Alors, il fait ce qu'il veut de son salaire? Non. Tu as besoin d'un parrain? Oui. Mais regarde un peu la vie qu'il est en train de mener. Et ta conscience doit être ton premier parrain. Oui, mon parrain, il fait ceci. Toi aussi, tu vas entrer dans ça. Chaque midi, vous allez manger au restaurant. Chaque midi. À la fin du mois, tout votre salaire reste là au restaurant parce que vous devez payer les dettes. Vous avez mangé pendant un mois. Mais ton parrain, quand il rentre à la maison chez lui, peut-être c'est un bailleur. Il a plusieurs maisons, peut-être. Peut-être qu'il a investi dans quelque chose, je ne sais pas. Alors, toi, parce que tu le croises au travail, il te dit non, nous allons aller acheter les habits. Ok, tu t'en vas. Nous allons faire ceci, tu t'en vas.
parce qu'il est ton parrain au travail et tu dois aussi suivre tout ce qu'il fait. Non. Ta conscience doit t'interpeller. Excusez-moi, j'ai un appel ici. Ta conscience doit être ton premier parrain. Tu dois savoir l'objectif avec lequel tu es venu travailler. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Tu as étudié, tu as des diplômes, tu t'es fait engager. Quel est ton objectif? Est-ce que tu dois suivre pas à pas, mot à mot, ce que dit ton parrain à l'aveuglette? Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre le parrain, non. Tu as besoin d'un parrain pour te montrer le chemin, pour te montrer comment on travaille. Mais est-ce que il faut toujours te poser la question? Ah oui, mon parrain, il travaille bien, il est ceci, cela, mais pourquoi il n'évolue pas? Depuis qu'il est dans cette boîte, pourquoi il n'évolue pas? Essaye un peu de voir la vie de ton parrain. Ou bien, ah, mon parrain, en tout cas, c'est un homme vraiment qui a évolué, il a vraiment investi et tout ceci, cela. Peut-être il est maintenant à la récréation de sa vie. Il est en train de jouir. Mais toi, tu ne peux pas d'emblée venir et commencer à jouir. Eh bien non, on ne jouit pas des sitôt comme ça. Sinon, non, tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps. Donc, tu ne peux pas suivre ton parrain parce que c'est ton parrain. Non. Je viens dans le mariage. Est-ce que nous avons besoin d'un parrain dans le mariage? Tu veux réussir ton mariage. Est-ce que tu as besoin d'un parrain? Je vois des gens, c'est pas mal. Je ne suis pas contre les coachs, je ne suis pas contre les conseillers, je ne suis contre personne. Mais pour réussir le mariage, ta conscience. Seule ta conscience peut t'amener à réussir ton mariage ou à l'échouer. Oh oui. Seule ta conscience peut t'amener à briser ton mariage ou à le garder jalousement. Seule ta conscience. Aucun parrain, je dis bien aucun parrain, n'a réussi à consolider un foyer. Non. Je peux venir, je vous conseille, je dis ceci, cela, mais si dans ta tête là, tu es déterminé à casser ce mariage, tu vas le casser. Il y a des gens hein, qui se tapent la poitrine, disant que si ce mariage-là a tenu, c'est grâce à moi, c'est pas grâce à toi. C'est grâce à ce couple-là que le mariage a tenu. Tu es juste venu, comment je peux dire? Tu les as juste prêté main forte. Mais c'est parce que leur conscience était active. Si leur conscience était déjà morte, peu importe tout ce que tu peux dire du matin au soir, tu peux crier, tu peux tout faire. Aucun parrain n'a réussi à séparer un mariage. Aucun. Quand la conscience est là, peu importe ce que tu peux faire. Alors, chers futurs mariés, je vais vous dire, quand tu veux te marier, ça là, oui, il y a des gens qui disent non, c'est juste un morceau de fer. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est un morceau de fer. Ça peut être en diamant, en or, en argent, en cuivre, en ivoire. Ça peut être en n'importe quelle matière. Mais ça là, on ne le porte pas n'importe comment. Ça peut t'amener le malheur. Ça là. Tout comme ça peut t'amener les bonheurs. Vous savez, hein, une alliance, mieux vaut ne pas la conclure que de ne pas la respecter. Il y a des gens, posez la question à tous les divorcés. Aucun divorcé n'a été heureux après son mariage. Aucun. Sa vie
et toujours de regret en regret. Tu vas me dire, oh oui, cet homme-là, il était violent, ceci, cela. Maintenant, j'ai trouvé un homme qui me donne la paix du cœur. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il y a des moments où tu es seul. Tu penses, c'est une alliance que tu avais faite. On ne brise pas l'alliance comme ça. Quand nous sommes devant l'officier de l'état civil, ou bien le pasteur, je ne sais pas, l'imam, le prêtre, qu'est-ce que nous disons? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tant que le partenaire n'est pas encore mort, même si vous divorcez, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureux. Il y a quelque chose qui va manquer en toi. Posez la question à tous les divorcés, en âme et conscience, ils vont vous dire, même si cette femme était la plus mauvaise femme du monde, une fois que ce monsieur a divorcé de cette femme, regardez sa vie, quand il était avec cette femme et après cette femme, même s'il se remariait à Miss Monde, sa vie n'est plus la même. Regardez cette femme, même si le monsieur c'était le plus mauvais. Quand elle divorce ce monsieur, elle se remarie. Sa vie n'est plus la même. Vous avez brisé l'alliance. Donc, sachez ce que vous prononcez quand l'amour bouillonne en vous. Je t'aimerai, je te serai fidèle, je te serai ceci, cela. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que la mort vous a séparés? Non, ça c'était une parenthèse. Les parrainages dans le mariage. Mon frère, ma soeur, toi qui veux te marier, c'est ta conscience qui doit être ton premier parrain. Mets-toi d'abord en tête, pourquoi je veux me marier? Est-ce que tu veux te marier parce que tu n'as pas une bonne situation financière et tu vois que ce partenaire-là est un bon parti, c'est une fille d'une famille aisée ou bien c'est un monsieur qui a réussi sa vie? Tu t'es marié pourquoi? Mon frère, tu aimes cette femme-là, c'est son physique qui t'attire ou bien c'est quoi? Ma soeur, quand tu es en train de dire oui à ce monsieur, qu'est-ce qui t'attire chez lui? On ne se marie pas parce que quelque chose vous a attiré. Non. Quand on dit j'ai trouvé une âme sœur, c'est-à-dire la moitié de ta moitié. C'est-à-dire quand on va coller les deux, ça va aller de pair. Ce n'est pas l'à peu près, non. Tu peux être riche. Tu peux avoir une femme qui a des rondeurs, qui est belle de figure, qui est tout ce que tu veux. Mais si ça ne colle pas, si ce n'est pas ton âme sœur, mais pourquoi tu veux te marier? Ça ne va jamais marcher entre vous. Jamais. Tu veux une femme parce qu'elle est ceci, elle est cela. Mais laisse-moi te dire, après 2, 3 maternités, tout ce que tu as aimé sur elle ne sera plus là. Ça ne sera plus là. Même l'affection qu'elle avait pour toi, c'est parce que tu étais seule. Maintenant, elle est obligée de partager son affection là. Tu étais seule. Elle est obligée de la partager avec les enfants. Elle est obligée de partager cette affection avec sa propre famille. Elle est obligée de donner cette affection à ta famille, à tes amis, à tout le monde. Et tu crois vraiment que quand vous étiez à deux, parce que généralement, quand on est dans le fiançailles, le fréquentation, les familles ne dérangent pas. Hein? Les familles sont calmes, posées. Mais dès que vous êtes dans le mariage, c'est là les familles sortent leurs griffes. Alors cette personne-là, l'homme ou la femme, est obligé de partager son affection-là, de subdiviser cette affection-là en 1000 morceaux. Alors, tu n'auras plus l'affection que tu avais avant. Et tu vas commencer à te plaindre. Et en te plaignant, tu ne comprends pas la vision.
Tu vas commencer à déraper. Tu vas commencer à devenir, je ne sais pas moi, impoli, insolent ou irrégulier à la maison. Les problèmes commencent. Alors, avant de te marier, tu dois mettre tout ça en tête. Avant de te marier, est-ce que d'abord tu as connu ton partenaire? Tu ne connais pas ton partenaire. Quand vous vous appelez, c'est allô, oui chérie, comment, oui ça va, et ceci, cela, qu'est-ce que tu as mangé? Oh non, les moustiques m'ont piqué aujourd'hui. C'est tout ce que nous nous racontons pendant les fréquentations ou le fiançailles. Il y a des gens qui disent, oh non, le moment des fiançailles, ce sont des moments d'hypocrisie. Non, ce n'est pas des moments d'hypocrisie. Tu peux connaître ton partenaire. Comment? Essaye de sonder ses fréquentations. Quels sont les types d'amis que ton partenaire côtoie? Tu vas le connaître. Tu essaies un peu de voir, ah, cette fille que je vais prendre en mariage, quels sont les genres d'amis qu'elle aime? Ce monsieur qui veut me prendre en mariage, quels sont les genres d'amis? Tu essaies de chercher à comprendre de quoi il parle. Tu vas détecter qui est la personne. Il y a des gens, ils sont là, bon, ils parlent souvent politique, d'autres parlent souvent, d'autres parlent religion, d'autres parlent, ça dépend de leur conversation. Mais en écoutant, sois attentif, parce qu'avec ton partenaire, tu ne sauras pas vraiment le détecter tellement que tu es amoureux, tu es amoureuse. Tu ne sauras pas détecter. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de chercher à savoir quel genre de personnes ce monsieur ou cette dame côtoie. Les genres d'amis. Essaie un peu d'inviter ses amis. Tu vas comprendre qui est la personne. Je vais un peu ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, les parents qui disent toujours, moi j'ai 5 enfants et je connais mes enfants. J'ai une de mes filles qui est trop sérieuse. Elle, non, elle n'aime pas trop des blagues. Elle aime le calme, elle aime la quiétude. Et quand elle s'habille, elle aime que tout soit bien, tout. Alors, quand il y a un autre enfant qui est trop bouillant, qui est un peu, qui vient chez moi à la maison, en tout cas, elle fait tout pour éviter cet enfant-là. Parce qu'elle n'aime pas ça. Mais j'ai une autre fille où elle vraiment... Donc, si tu ne lui dis pas d'aller dormir, elle ne va pas dormir. Elle peut veiller. Et si tu ne lui demandes pas de s'asseoir, elle ne va pas s'asseoir. Tout le temps en train de sauter, elle est tout le temps en mouvement. Alors, il y a un enfant qui vient chez moi, lui aussi, il est trop bouillant. Oh non, ils s'entendent très bien. Par contre, la sérieuse, ils s'entendent, mais pas vraiment. Parce qu'elle n'aime pas trop de bruit. Mais l'autre de mes filles, elle, il s'entend avec cet enfant-là. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que je vais faire? Je comprends qui sont mes enfants. Je comprends que celle-ci n'est pas n'est pas calme et celle-ci est calme. Alors, comment tu peux dire que non, oh, tel enfant, c'est un mauvais enfant, je ne veux pas qu'il soit en contact avec mes enfants parce que il va gâter l'éducation de mes enfants. Mais c'est faux. Vois un peu quel genre d'amis tes enfants côtoient. Tu sauras qui sont tes enfants. Parce qu'un enfant qui est calme, il ne va pas aimer les gens qui sont bouillants. Il ne va pas avoir un ami bouillant, non. Tu verras la catégorie des amis de tes enfants. Et tu vas comprendre qui est ton enfant. Je reviens au couple. Ma sœur, essaye de voir quel genre d'amis le monsieur côtoie. Quel genre de conversation. Vous savez, de tous les jeunes hommes, ils ont toujours un couple qu'ils admirent. Oh non, ça c'est mon vieux, ça, oh, ça c'est la vieille. Essaie un peu de voir ce couple-là. Quel genre de vie mène ce couple? Est-ce que le vieux-là, quand il prend ton prétendant, c'est pour aller, je ne sais pas moi, dans les dancing clubs ou bien aller
Quel genre de vie mène ce vieux-là? Tu sauras qui est ton monsieur. Si ton monsieur s'entend bien avec le vieux-là qui mène une vie là comme ça, tu sauras qui est ton monsieur. La fille que tu veux prendre en mariage, essaye de voir. La tantine là, j'aime beaucoup cette tantine. Un jour en passant, tu trouves cette tantine en train d'insulter son mari. Tu sauras qui est la fille que tu veux prendre en mariage. Parce que si elle aime bien cette tantine-là, c'est parce que les deux âmes s'unissent. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, cherchez à savoir, ne restez pas là borné, oh non, le fiançailles, c'est le temps d'hypocrisie, on ne sait pas vraiment qui est qui, chacun cache, c'est faux, personne ne cache. Même si je cache mes habitudes, tu caches tes habitudes, je vais chercher à savoir qui sont tes amis. C'est quel milieu tu aimes côtoyer. Même à partir du milieu, tu vas connaître qui est le monsieur. Il y a des milieux bouillants. Lui, il aime être dans le bruit. Ton monsieur là. Surtout le week-end comme ça, quand tu l'appelles, il est toujours dans le bruit. Mais déjà, tu as une idée. Et quand tu vas arriver dans le mariage, tu n'as pas besoin d'aller voir un parrain. Oh non, mon mari, il ne reste pas à la maison. Mais quand vous étiez encore fiancés, il était tout le temps dans le bruit, non? Et pourquoi tu veux qu'il change les habitudes comme ça? On ne change pas. Non, mon frère. Quand tu étais fiancé avec la dame, la tantine là, quand tu l'appelles, je suis pas à la maison, je suis avec mes copines, on est allé au magasin, on est allé faire les achats, on est allé. Elle était tout le temps dehors. Et quand elles sont quelque part, dès que tu es à 15 mètres, tu vas les entendre rire. La façon dont elles rient. Oh non, elle donne la joie de vivre. Et une femme comme ça, tu la mets chez toi à la maison. Tu veux la fermer? Non. Tu veux boucler sa bouche. Ou bien tu veux attacher ses pieds, qu'elle ne sorte pas. Mais tu étais conscient. Tu voyais comment elle sortait. Même si devant toi, elle va faire semblant d'être une sainte. Vous savez, quand l'amour est encore au début, on fait semblant d'être sainte et ceci, cela. Mais tu verras seulement l'une de ses amies qui pète les plombs. Tu vas savoir. Parce que quelqu'un qui est sérieux marche avec les gens sérieux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu ne vas pas me dire que toi tu es sérieux. Non, ce sont mes amis, ce sont mes camarades qui sont bouillants. Moi, je suis sérieuse. Tu es menteuse, hein? Monsieur. Oh non, moi, en tout cas, je suis... Non, moi, je suis bien, hein? Moi, je ne suis pas comme mes amis. Mais ce sont tes amis. Alors toi, tu tiens la chandelle pour eux. Mais non. Et après, quand vous entrez dans le mariage, tu connais déjà, ah, cette fille, en tout cas, elle est bouillante. Je n'ai pas besoin d'acheter une radio à la maison. Tu acceptes cette situation-là. Et quand tu entres dans le mariage, tu n'auras pas de difficultés. Tu sais déjà, tu la connais. Et quand ses amis viennent à la maison, même si tu dors, et notre mari, elles vont crier, elles vont faire ceci. Tu le savais déjà. Ne te plains pas. Tu ne vas pas chercher à chasser ses amis. C'est pas bien. C'est là que le problème commence. Tu trouves une personne bien avec ses amis. Tu acceptes la personne. Tu aimes la personne. Et puis d'emblée, tu veux faire chasser ses amis. Mais non. À la rigueur, tu dis, ok, tu sais, tes amis là, la façon dont ils se comportent. Et puis quand on dit la façon dont ils se comportent là, c'est pas ses amis. Elle aussi, elle est dedans. Parce que ces amis-là aussi, chez eux, ils disent aussi tes amis. Donc, ta future femme-là, elle est aussi dedans. Soit tu aimes la personne telle qu'elle est, mais n'aime pas la personne pour dire que je vais venir la changer chez moi. Tu ne vas jamais la changer. Ça sera la source des problèmes. Et c'est là où on va appeler le parrain.
Et le parrain qui vient, non, ce couple, à peine qu'on vient de parrainer, on doit toujours trancher les problèmes. On ne devait pas trancher les problèmes dans des mariages, non. Si nous avions conscience des personnes que nous choisissons pour vivre avec, on ne devait pas avoir de problèmes dans des couples. Mon frère, tu aimes une femme naturelle, une femme qui garde ses cheveux naturels. Et pourquoi tu vas aller prendre une femme qui tisse ses cheveux, qui tresse ses cheveux, qui... Pourquoi? Et pour venir dire que non, je vais la changer. Mais ça sera la source de vos problèmes. Elle ne va pas changer. C'est sa nature. Elle aime ça. Et pourquoi tu veux venir faire souffrir l'enfant à la maison chez toi? Parce que tu l'as marié? Non. Vas-y chercher une femme naturelle parce que tu aimes les femmes naturelles. Mon frère, toi, tu aimes une femme qui tisse ses cheveux, tu aimes une femme qui tresse, qui fait ceci, cela. Et pourquoi tu vas aller chercher cette bonne dame qui met le foulard sur sa tête? Et pour quand tu viens à la maison, tu vas lui sortir le verset biblique, non, femme, soyez soumise. C'est-à-dire, je veux que tu tisses tes cheveux, je veux que tu fasses ceci de tes cheveux. Elle n'est pas habituée à ça. Elle aime le foulard. Ça lui fait plaisir. Laisse-la avec son foulard. Il y a un monsieur qui aime le foulard qui viendra la ramasser. Tout ça, ce sont les racines des problèmes. Tu veux prendre Marie pour la faire devenir Chantal. Pourquoi? Pourquoi tu veux changer son nom? Mais vas-y chercher Chantal. Il y a plusieurs Chantal. Pourquoi tu veux que Marie devienne Chantal? Pourquoi? Ma soeur, tu as, tu as trouvé un monsieur, son style vestimentaire, il aime toujours être en style américain, quoi. Jeans, t-shirt, basket. C'est ça son style vestimentaire. S'il met une veste, il la met au-dessus d'un jeans. C'est son style. Et toi, tu veux te bagarrer avec le monsieur pour qu'il change son style, qu'il change sa garde-robe en une garde-robe européenne, c'est-à-dire veste, tissu, chaussures. Le monsieur aime les casquettes sur la tête, les t-shirts, ça fait bien, ça fait genre. Il aime ça. Et toi, tu t'es marié avec le bon monsieur. Non, je vais lui faire changer le style vestimentaire. Qui t'a dit ça? Mais ça sera il est habitué à ça. Attends, hein? Comme toi, tu aimes veste, les styles belges. Attends qu'un Belge passe par ta route et va te ramasser, c'est tout. Le monsieur, par exemple, il aime raser sa tête. Il aime laisser la barbe. Ou bien le monsieur aime raser toute la barbe. Il laisse ses cheveux. Ça dépend du style. Et toi, tu acceptes le monsieur. Non, je vais lui faire changer. C'est une erreur grave que vous commettez, vous les futurs mariés. En disant, je veux changer le monsieur ou je veux changer la dame. Tu ne vas jamais changer. Au contraire, c'est ta vie qui va changer parce que vous serez en palabre tous les jours. Tu aimes une femme naturelle, mais tu vas prendre une femme qui teinte ses cheveux et tu veux que cette femme garde ses cheveux naturels. Vous allez vous battre, vous allez vous quereller. Ce sera la source du divorce. Vous allez briser l'alliance. La mort ne vous a pas séparés. Ce sont vos égoïsmes qui vous ont séparés. La dame veut être ce qu'elle a toujours été. Monsieur veut que la dame soit ce que lui veut. Non, c'est pas comme ça on fait le choix. Même si tu aimes la chemise, elle est rouge, tu aimes la couleur rouge, la chemise est belle, mais si c'est pas ta taille, ne force pas, tu vas finir par déchirer la chemise. Quand tu vas porter cette chemise-là, c'est pas ta taille. Elle va te serrer. Soit tu seras étouffé, tu vas finir par l'enlever, soit les boutons vont sauter, tu vas finir par l'enlever, soit elle va se déchirer et tu vas finir par l'enlever. Monsieur, madame, cherche ta taille. Vous n'avez pas besoin des parrains. Si tu trouves ta taille, ok,
Oh, moi je suis comme ça. Mon mari aussi est comme ça. Vous allez ça va coller, ça va marcher entre vous. Vous allez vous entendre. Cherche à connaître qui mon fiancé côtoie. Qui ma fiancée côtoie. Tu vas savoir quel genre de personne est cette dernière. Cherche à savoir, donc, essaie un peu de sonder ta fiancée. Quand tu t'habilles, pose-lui la question. Ah, pour notre rendez-vous là, on doit aller au restaurant. Comment tu veux que je m'habille? Ce qu'elle va te dire, c'est ce qu'elle aime. C'est le style qu'elle aime. Ah, je veux que tu t'habilles comme ça te fait beau. Mets-toi en tête que ce qu'elle m'a dit, c'est ça le style qu'elle aime. Alors toi, ne viens pas l'imposer un autre style. Oui, elle va accepter parce que vous êtes fiancés, parce qu'elle veut se marier. Mais une fois à la maison, même si elle ne va pas te le dire, ça va ronger son cœur. Et quand elle verra un homme qui a son style à elle, passer devant elle, elle va admirer cet homme. Waouh, c'est beau. Tu vois un peu? Cherche à savoir la dame que je veux prendre, quel est son genre? Elle aime s'habiller comment? Mais si tu trouves que la façon dont elle s'habille, là, la façon dont elle coiffe ses cheveux, je n'aime pas. Ne force pas la dame à devenir ce que tu veux. Vous savez, Dieu a créé tout. Dans ce monde, il y a tout, tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les tailles. Tu vas chercher une fille qui est mince, mais toi, tu aimes les filles grasses. Et tu veux que cette fille puisse devenir grasse parce que toi, tu aimes les filles grasses. Monsieur, est-ce que les filles grasses, il n'y a plus dans le monde? Tu aimes une fille qui a une forte poitrine, mais tu vas chercher une fille qui a des cornichons et tu veux faire prendre des médicaments. Et tu vas même plus loin à faire une chirurgie esthétique à la pauvre parce que tu veux qu'elle ait une poitrine bien remplie. Là, ça te fait du bien. Est-ce que les filles aux poitrines fortes sont finies? Il n'y en a plus dans le monde. Mais vas-y carrément chercher une qui en a en naturel. Hein? Tu aimes les filles, par exemple, petites de taille. Tu vas chercher une grande fille là, une fille qui a une taille, une géante. Et tu veux obliger la bonne dame à ne pas porter de chaussures avec talons. Pourquoi tu veux emprisonner quelqu'un comme ça? Ma chérie, tu n'aimes pas un homme qui a un gros ventre. Mais le tonton là qui vient là, tu vois déjà son apparence que celui-ci, quand je vais lui faire le foufou 2, 3 semaines, son ventre là va venir. Mais tu vas quand même. Après, c'est pour mettre le bruit dans les oreilles du monsieur. Je veux que ton ventre diminue. Je veux ceci. Je veux la tablette de chocolat. Ma chérie, va au salle de gym. Tu vas trouver les tablettes de chocolat. Le monsieur là, il aime manger le foufou, surtout le matin. Son ventre va venir. Alors que chacun fasse le choix selon tes désirs. Ne prenez pas n'importe quoi pour venir dire non, je veux changer. Tu ne vas pas préparer les feuilles de manioc. Tu vas au marché, tu vas acheter les feuilles de manioc et puis tu viens, tu commences à prier. Seigneur, ces feuilles de manioc, j'ai la foi, ça va devenir les feuilles de patates. Tu vas prier jusqu'à ce que tu vas mourir. Les feuilles de manioc ne deviendront jamais les feuilles de patates. Tu veux feuilles de manioc, va chercher les feuilles de manioc. Tu veux les feuilles de patates, va chercher les feuilles de patates. Arrêtez de venir gaspiller votre foi. Oh, j'ai la foi. Il va changer. Elle va changer. J'ai pris un Dieu puissant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
J'aime une femme naturelle, va chercher une femme naturelle. J'aime un homme qui, comme ça, va, attends, ce monsieur-là, il va venir vers toi. Le parrainage, c'est d'abord ta conscience. Si tu as une conscience bien posée, ça va marcher. Vous n'aurez pas besoin d'aller vous plaindre tout le temps, casser les oreilles. Le parrain, passe par la maison. Après le travail, passe par ici. Ton fils, ceci, c'est là. Parrain, parrain. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. Les parrains ne savent même plus comment s'en sortir. N'oubliez pas, le parrain, là, c'est un humain aussi. Quand tu l'appelles parrain, 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 c'est un humain. Il avait peut-être un rendez-vous. Il devra s'excuser. Il doit donner une raison valable. Et qu'est-ce qu'il va dire? En tout cas, ce rendez-vous, je ne peux pas le respecter parce que j'ai mes filleuls. En tout cas, si je ne pars pas aujourd'hui, leur mariage risque de se casser. Et demain, après-demain, on vous voit bras dessus, bras dessous. On va poser la question. Oh, c'est de ce mariage dont vous parliez l'autre fois. Oh oui, ce sont eux. Dieu a fait grâce. Ils se sont entendus. Vous ne vous êtes pas entendus. Un couple qui fait toujours appel aux parrains, il n'évolue pas. D'abord, votre conscience doit travailler. Tu dois savoir pourquoi j'ai épousé cet homme. Pourquoi j'ai épousé cette dame. Quels sont les objectifs en acceptant ce monsieur en mariage? Qu'est-ce que je poursuis? Je vais fonder une famille. Je veux un homme qui est compréhensif, un homme avec qui ça va marcher. Quand tu dis une chose, directement, ça se connecte. La connexion, elle est facile. C'est comme une connexion de Wi-Fi. Dès que tu as le mot de passe, ça passe. Ce n'est pas la connexion des mégas où il faut insister 2 fois, ça passe. Non, 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 non. Donc, quand tu trouves un partenaire, la connexion doit passer. Si tu sens que la connexion ne passe pas, arrêtez. Sinon, les parrains ne vont pas dormir. Tous les jours, parrain. Et puis demain, après-demain, tu vas entendre ton problème être raconté quelque part. Tu vas t'énerver contre les parrains. Oh non, les parrains, vraiment, c'est un aventurier. Comment il peut aller raconter nos problèmes de couple? Mais c'est un humain. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les parrains, ce sont des extraterrestres? Mais non. Tout comme toi aussi, on peut te prendre comme parrain. Tu es un humain. Si tu as eu des problèmes avec ta femme ou ton mari, qu'est-ce qui empêcherait que tes filleuls aient aussi des problèmes? Les parrains sont importants, oui, pour vous orienter, vous guider, mais c'est votre conscience qui doit être votre parrain. Aujourd'hui, je peux venir. Ok, non, tu sais, ma filleule, tu dois préparer comme ceci pour ton mari. C'est que la cuisine que moi je fais pour mon mari, est-ce que c'est la même cuisine que ton mari aime? Mais non. Quand on vous donne des conseils pour vous dire non, si tu veux garder un mari, et le feuille de manioc, il faut préparer comme ceci. Si toi, ton mari mange le feuille de manioc avec l'huile de palme, mon mari mange le feuille de manioc avec l'huile végétale, est-ce que c'est la même chose? Oh non, si tu aimes tu veux garder ta femme, fais ceci, cela. Moi, par exemple, il y a des femmes qui aiment des cadeaux. Quand le mari vient, il apporte un cadeau. Moi, personnellement, je n'aime pas que mon mari m'apporte des cadeaux. Pourquoi? Mon mari ne sait pas faire le choix. Alors, je préfère qu'il me prenne avec lui à l'endroit, qu'il me dise, ok chérie, je vais t'acheter une paire de chaussures. Je peux faire le choix. Parce que s'il m'apporte, par exemple, les chaussures, mon mari, il ne sait pas faire le choix. Il peut m'apporter quelque chose qui ne va pas me faire plaisir. Or, un cadeau, il faut le prendre avec plaisir. Mais si ça ne me fait pas plaisir, maintenant, je fais comment? Est-ce que je vais porter malgré moi? Non, je ne veux pas faire ça.
Alors, pourquoi moi je vais conseiller à quelqu'un, non, si tu veux garder ta femme, en tout cas, non, il y a des femmes qui aiment que le mari le surprenne. Elle est là comme ça sur son lit, elle voit le mari qui vient avec un paquet. Il y en a. Et il y a de celles-là, non, moi en tout cas, apporte-moi les billets, moi-même je vais aller chercher. Ah oui, ça c'est mon cas, moi. Donc, c'est pas ce que moi je veux que forcément ton mari va aimer ou ta femme va aimer. Non. C'est que mon mari aime manger. Ok, chérie, tu veux manger ça. Comme, montre-moi comment tu veux que je le fasse. Moi, il y a certaines recettes que mon mari m'a appris comment préparer. Parce que mon mari et moi, nous ne venons pas des mêmes coins. Dans mon coin, on prépare de cette façon. Dans son coin, on prépare de cette façon. Alors souvent, je lui pose la question, ok chérie, tu veux manger ça, tu veux, comment on le fait chez vous? Et il me montre, non, tu sais, chez nous, ma mère le fait comme ceci, comme cela. Et quand je l'ai fait, ah oui, c'est comme ça, ok, prochainement, il faut encore faire ça. Et ça passe. La façon de gérer une maison n'est pas universelle. La façon de gérer un mari n'est pas universelle. La façon de gérer une femme n'est pas universelle. Yes. Même dans nos intimités, c'est pas universel. Non. Pourquoi vous êtes là? Non, montre-moi comment tu as fait. Montre-moi comment tu as fait. Non. Si tu as un problème, tu poses le problème. Mais moi, je me dis, la meilleure façon de poser le problème, pose le problème à ton conjoint. Soit à ton mari, soit à ta femme. Chérie, comment tu apprécies telle ou telle chose? Oh non, je veux que ça soit ainsi, je veux ça, ça, ça. C'est alors que vous serez en harmonie. Tu ne peux pas aller poser la question à ton camarade. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à ma femme? Ta femme et sa femme, ils ont élevé les moutons ensemble. Même si. C'est différent. C'est différent. Ta conscience, vos deux consciences doivent savoir pourquoi on se marie. Vous devez savoir quels sont les objectifs pour lesquels vous entrez dans le mariage. Est-ce que je vais me marier parce que chez moi, nous avons une situation financière précaire et je voudrais me trouver une bonne partie, comme ça je vais sortir ma famille de la pauvreté. Ma soeur, si tu te maries avec cette idée dans la tête, ton calvaire n'est pas fini. Parce que le monsieur va comprendre que tu es là pour son argent. Le monsieur va comprendre que tu es là pour sortir ta famille de la pauvreté. Tu seras naïve. Tu vas tout accepter. Tu vas aller même à l'encontre de tes principes. Parce que le monsieur connaît tes faiblesses. Et toi? Non, 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 non. Tu n'es pas Jésus. Tu ne vas pas mourir pour ta famille. Tu ne vas pas mourir, te marier parce que tu dois aider ta famille. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle bêtise ça? Et où est ton bonheur? Tu mets ton bonheur où? Chers parents, vous qui envoyez vos enfants dans des mariages parce que c'est un bon parti. Vas-y, aime cette fille-là. Tu vois, son papa a beaucoup d'argent. Il va te pistonner. Toi aussi, tu auras de l'argent. Vous rendez un mauvais service à vos enfants. Vous êtes méchants, chers parents, qui faites ça. Vous ne pensez pas au bonheur de vos enfants. Est-ce que vous vous êtes imaginé un jour, est-ce que notre enfant sera heureux dans ce ménage? Imaginez-vous un garçon qui va aimer une jeune fille d'une famille aisée et cette famille essaye d'épauler cet homme à sortir sa famille de la misère. Oui, vous allez me dire l'amour est aveugle, mais non, l'objectif avec lequel vous êtes entré dans ce mariage, c'était pour sortir vos familles de la pauvreté.
Ou bien toi, la jeune fille, tu vas aller aimer un monsieur qui n'est même pas ton goût. En temps normal, en temps réel, tu peux même pas. Même pas. Mais tu vas aimer ce monsieur parce que ta famille est en train de pleurer la souffrance. Ça n'est de trop, on n'en peut plus. C'est toi l'espoir de la famille. Mais ces gens des familles qui mettent leurs espoirs sur des enfants, mais vous êtes méchants, hein? Vous êtes vraiment méchants. Comment vous pouvez faire de votre enfant l'espoir de la famille? Et le bonheur de cet enfant, où il est? Où est le bonheur de cet enfant? Nous savons tous que quand l'enfant réussit, il ne va jamais vous oublier. C'est vous qui faites que quand vos enfants se marient, ils ont des problèmes avec leur conjoint. Parce que vous avez bourré sa tête en disant que c'est toi l'espoir de la famille. Et le monsieur, quand il est à la maison, il ne veut même pas écouter sa femme. Ils vont faire un projet au lit. Oh non, chérie, on doit faire ceci, on doit faire cela. Dès que le téléphone sonne, c'est papa qui appelle. C'est le grand frère qui appelle. Le grand frère, il fait quoi? Il te rappelle. Tu sais que papa a investi tout son argent dans tes études. Tu sais que tu es l'espoir de la famille. Et tout ce que les messieurs s'est dit avec sa femme comme projet pour leur progéniture, tout va dans l'eau. Et monsieur qui appelle sa petite soeur, oh non, passe au bureau alors, et ceci, c'est là. Et quand le monsieur revient à la maison, madame lui pose la question, chérie, et l'enveloppe, je vois que c'est pas, elle n'est pas, oh oui, j'ai sorti, et ceci, c'est là. Maman, mais comment tu peux, c'est en programme, même pour aider les parents, il faut programmer. Non, en programme, ok. Je dois payer le loyer des parents. Oui, c'est dans mon programme. C'est pas parce que maman s'élève un bon matin. Je veux l'argent. Et toi, tu casses tout le projet que tu as avec ta femme parce que tu dois donner l'argent à ta maman. Parce que ton grand frère, je veux l'argent. Tout ce que ton mari t'a dit, tu mets derrière. Tu prends tout l'argent parce que ton grand frère t'a dit, c'est toi l'espoir de la famille, c'est nous comptons sur toi, c'est toi qui vas nous sortir de cette pauvreté. Ma soeur, tu vas mettre ton mariage en danger jusqu'à ce point. Et quand monsieur viendra, il ne sera pas content. Vous allez vous chamailler. Qu'est-ce que tu vas lui sortir? Tu n'aimes pas ma famille. C'est toi qui n'aimes pas ton foyer. Le monsieur aime ta famille, mais toi, tu n'aimes pas ton foyer. Ça doit être un programme. Monsieur, tu vois, ma mère est veuve, mes parents, ceci, cela, je dois les aider et tout. Ok, on va voter un budget. Chaque fin du mois, nous allons donner tel montant à tel, ceci et cela. Et le reste, nous faisons des projets pour nous. Et la conscience, comme parrain, arrêtez de prendre la place de tes grands frères, tes grandes sœurs, tes petites sœurs. Elles ne veulent pas se marier, elles ne veulent pas aller à l'école. Et pour faire de toi le pilier de la... C'est toi le pilier de la famille. Nous comptons sur toi. Et toi, tu es là. Si je ne fais rien, ils ne vont pas s'en sortir. Et toi, tu t'en sors comment? Toi, tu es un extraterrestre. Ils doivent plutôt demander les conseils à toi, frère ou bien sœur. Comment tu as fait pour t'en sortir? Et comme ça, tout le monde va se relever et on va s'en sortir ensemble. Pourquoi tu veux que ce soit toi seulement qui t'en sort? Et pour mettre mal à l'aise ton conjoint à la maison. Votre conscience doit travailler. Tout ça, vous n'avez pas besoin d'un parrain. Vous n'avez pas besoin d'un parrain. C'est pas mal avoir le parrain. Mais pourquoi faire si ta conscience ne fonctionne pas? Qu'est-ce que le parrain viendra faire? Si ta propre conscience ne fonctionne pas, toi, tu es déjà le chef de ta famille, le pilier de ta famille. Et qu'est-ce que le parrain viendra faire? Est-ce que tu vas même entendre le parrain? Ce pauvre couple de parrains, ils vont parler, jeûner même, prier même.
quand tu veux manger le feuille de manioc, ne va pas acheter le feuille des patates et décréter 3 jours de jeûne et prière pour que cela se transforme. Tu perds ton temps. Tu veux le feuille des patates, va chercher le feuille des patates. Tu veux le feuille de manioc, mange le feuille de manioc. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye.